Il couvre près de 90% du territoire national et un Français sur 3 y habite. Dans les Vosges, c'est 2 habitants sur 3 qui y vivent. Les territoires ruraux, la ruralité, s'animent depuis peu d'une nouvelle dynamique. De l'espace et des ressources naturelles valorisées et préservées, ici on sait ce que signifie bien-être et mieux vivre, d'autant plus depuis la crise sanitaire du Covid. Pour autant, demeurent de nombreux freins à l'épanouissement de ses habitants et au développement de leur territoire. Des a priori inappropriés, des ambitions empêchées, des compétences gâchées. D'où la création en 2021, à l'initiative de la préfecture des Vosges et de l'association départementale des maires ruraux, du laboratoire de la ruralité. Partageons, expérimentons, faisons connaître. Ça, c'est vraiment ce besoin que je ressens. Et finalement, avec que ce soit l'association des maires ruraux, que ce soit avec le laboratoire, c'est aussi l'opportunité de mettre autour des tables, on l'a fait avec les séminaires de Dompère, on l'a fait à d'autres reprises sur différents sujets, de mettre les uns les autres autour de la table et de se dire oui, c'est possible, mais ça, moi je le fais déjà, ou ça, je le fais pas encore. Et peut-être que c'est la bonne idée pour mon village ou mon territoire. Et je veux qu'on change de regard sur nos ruralités qui sont plus performantes qu'on ne le croit et surtout qui ont plus d'avenir que beaucoup d'autres territoires. Avenir, un mot engagé, un mot engageant qui a été associé au mot village pour un dispositif né et conçu dans les Vosges, repris au niveau national en juin 2023 dans le plan France Ruralité. Nous sommes ici à Dombreau-le-Sec, à proximité de Contrexéville. À l'instar d'Action Cœur de Ville et de Petites Villes de demain, le dispositif Village d'avenir s'intéresse aux communes de moins de 3500 habitants. Lors de la première vague de lauréats publiée début 2024, en France, 2500 villages ont été labellisés, dont 64 dans les Vosges. L'enjeu souvent dans les villages, c'est pas un défaut d'idée ou un défaut de potentialité, c'est la lourdeur des procédures, c'est comment est-ce qu'on fait. On a besoin, alors si on utilise vraiment ces termes-là, besoin d'ingénierie, quelqu'un qui soit là, juridiquement, comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on peut acquérir, exproprier ou pas, comment on peut résoudre le problème juridique, ensuite le projet, techniquement. Qu'est-ce qu'il faut pas, est-ce qu'il y a des choses à respecter? Bien évidemment, il y a des contraintes et c'est pas toujours facile. Exemple avec ce projet qui illustre un combat entamé ici il y a près de 20 ans. Ces 2 maisons mitoyennes devraient être transformées l'année prochaine en une résidence senior. 5 logements d'une surface moyenne de 54 mètres carrés destinés à des habitants qui aujourd'hui occupent seuls des maisons en centre-bourg ou aux alentours. Objectif, leur proposer donc sécurité et convivialité, mais pas seulement. C'est aussi qu'il y ait des familles qui fassent l'acquisition de ces anciennes maisons, les réhabilitent et installent des familles. Et l'attractivité, la roue tourne et on espère beaucoup au regard aujourd'hui du nombre de maisons disponibles. Et pour certaines maisons dont les propriétaires parfois ont des soucis de transmission ou simplement de décider de la mise en vente. Des projets qui nécessitent bien souvent une expertise technique, financière et administrative que n'ont pas les petites communes, d'où l'embauche récente par la préfecture de 2 chargés de projet qui interviennent sur l'ensemble du département. Il faut déjà que le projet émane des élus et le porteur, le chef de projet, lui, est là pour, en tant que chef d'orchestre, venir mettre les différents opérateurs en cohésion, créer une fusion, on va dire, pour aller jusqu'à la finalité du projet. Ça permet de tenter des expériences, de réfléchir à d'autres points, peut-être de surfer un petit peu aussi avec la légalité obligatoire, c'est-à-dire regarder un petit peu à côté, comment on peut un peu dribbler avec cela, de manière à arriver à aboutir à des choses concrètes, parce que c'est ça notre volonté. Mais on s'aperçoit quand même, j'ai un regret, parce que ça prend du temps, plus de temps que je ne pensais. Et aujourd'hui, il faut qu'il y ait une continuité de ce laboratoire, sinon ça serait dommage. Autre exemple, ici à Provenchères-sur-Fave, la cour et les abords de l'école ainsi que la rue principale devraient prochainement retrouver une seconde jeunesse afin de redonner à ce secteur un esprit place de village. À la clé du label Village d'avenir, une meilleure ingénierie pour voir sortir de terre ou se mettre en place tout projet en matière d'urbanisme, d'aménagement structurant, d'habitat ou encore d'activités économiques et commerciales. Bref, tout type de projet en faveur d'un seul et unique objectif, l'attractivité et donc le dynamisme des communes et des zones rurales.
national. 64 municipalités vosgiennes sont à ce jour labellisées et il y en aura d'autres. Le permis de construire vient tout juste d'être délivré en plein cœur du village de Godoncourt, 130 habitants au sud-ouest de Montureux-sur-Saône. Cette bâtisse hébergera prochainement un centre de médiation et de formation aux travaux de rénovation d'anciennes maisons. Dans les Vosges, le bâti dégradé est un des axes de réflexion et de travail du laboratoire de la ruralité, structure portée par la préfecture des Vosges et l'association départementale des maires ruraux. Chaque village est concerné afin de maintenir des habitants en centre-bourg, voire en attirer de nouveaux. Comment bien rénover des maisons datant pour certaines de plusieurs siècles. C'est un phénomène important dans les Vosges et en particulier dans la plaine, comme dans d'autres territoires ruraux. Et donc il était important de pouvoir engager une action et d'accompagner ce qui a été déjà mis en place par les services de l'État en lien avec les collectivités locales. Donc on a cherché un site qui permettrait à la fois de faire une rénovation avec un chantier école, c'est ce qu'on va faire, et puis un espace de médiation, de formation, d'information. Une réhabilitation à destination aussi bien des professionnels que des particuliers, les autorénovateurs. Des travaux à réaliser dans les règles de l'art afin de respecter l'existant tout en assurant habitabilité moderne et confort d'été et d'hiver. Et puis il y a les contraintes patrimoniales des alentours. Construite au XIIIe siècle, l'église de Godoncourt est classée. Toute démolition et reconstruction à proximité est interdite. Ce patrimoine, on l'a. Ce patrimoine, plutôt que de dire il est perdu, on essaie de le valoriser et on trouve des méthodes pour que presque chacun puisse rénover ce patrimoine. L'idée, c'est ça. Si tout le monde a compris ça, je pense qu'on ne va plus avoir des personnes qui nous demandent en permanence d'aller construire un pavillon dans le champ labouré qui est juste à côté, au bout du village où il va falloir faire des routes, des réseaux, de l'éclairage public, alors qu'on continue à éclairer les centres de village pour éclairer des maisons vides. La rénovation du bâti ancien dégradé n'est donc pas qu'une question d'architecture et de matériaux, elle est également empreinte de liens sociaux. Aujourd'hui, on voit trop de patrimoine en centre de ruralité qui disparaissent par faute d'utilisation, par faute d'usage. Et quand en cœur d'îlot, en cœur de village, on a un patrimoine qui disparaît, on coupe court à toute cette animation, ce voisinage, cette entraide et ce lien social qui peut se créer. L'aménagement du futur centre de médiation et de formation devrait débuter dans les prochains mois avec à l'étage plusieurs appartements qui seront loués à de nouveaux habitants. À la clé, plus de sociabilité à Godoncourt, comme ici sur ces images à Châtillon-sur-Saône, et de nouvelles activités économiques, principalement artisanales. Exemple avec ces divers isolants parfaitement éco-responsables, chaux-chanvre, chaux-terre ou encore chaux-sable, qui ne dégradent ni les murs ni les fondations, somme toute fragiles. On est sur une innovation qui vient réinvestir les savoir-faire anciens dont on a perdu les connaissances. En fait, ils sont encore présents sur le territoire, il faut juste aller les chercher, les réinvestir et leur donner du crédit. Ces enduits qui ont été appliqués sur les murs ont été faits avec une entreprise du coin, en faisant travailler les artisans locaux, c'est tout l'objectif. Les chenevières qui étaient déjà présentes dans notre région, il faut les réinvestir aussi, leur redonner la possibilité de se développer parce que c'est un savoir-faire, c'est une matière qui est présente déjà sur le territoire. Le chanvre n'est toutefois pas la seule fibre utilisable, loin de là. Ça va de la paille de riz, à la paille d'avoine, à la paille de seigle, à tout ce qu'on veut qui est fibré. Jusqu'à, on essaie d'y réfléchir, à aujourd'hui des végétaux qui sont aujourd'hui des pestes, on pourrait dire, qui sont de la renouée du Japon, qu'on pourrait utiliser en les défibrant à l'équivalent du chanvre. Ce qui veut dire en gros que nous, notre objectif, c'est de relocaliser ce qu'il est possible de relocaliser en économie, tant sur la main-d'œuvre que sur les productions locales. Par le biais du laboratoire de la ruralité s'ouvre une nouvelle ère de la rénovation du bâti dégradé, associé formation, artisanat et urbanisme, afin de répondre aux enjeux d'entretien du patrimoine, de maintien des liens sociaux et de développement de nouvelles activités économiques.
Quand on habite en zone rurale, se déplacer demeure un impératif dont quasiment personne ne peut se passer pour se rendre à son travail, faire ses courses, aller voir un médecin ou un spécialiste ou tout simplement rendre visite à un proche. Deux moyens pour le faire, utiliser son propre véhicule ou prendre des transports en commun. Ceci ne desservant pas l'ensemble du territoire de notre département, divers dispositifs tentent d'y pallier et ils sont observés de près par le laboratoire de la ruralité porté par la préfecture des Vosges et l'association départementale des maires ruraux. Rencontre ici avec François, jeune retraité de Baléville, à proximité de Châtenois. Alors là, on va chercher une personne que je dois transporter, aller faire ses courses au village à côté. Cette personne, c'est Marguerite. À 84 ans, Marguerite n'a pas le permis. Aucune difficulté quand elle vivait à Nancy, mais depuis qu'elle habite également Baléville, ça pose problème. Alors pour faire ses courses une fois par semaine, elle fait appel au programme Mobilité Solidaire de la communauté de communes de l'Ouest Vosgien. Le concept, permettre à tout conducteur d'être le chauffeur d'une personne qui n'a pas le permis, d'une personne âgée ou porteuse d'un handicap. La douce. Rien que pour venir ici, je paye quand même 3 € depuis chez moi. Bon, c'est pas grand-chose. Hein. Et puis autrement, quand je vais par exemple au Leclerc, je paye 12 €. Non, 11,90 €. Une somme relativement accessible pour Marguerite et pour François, ex-chauffeur routier, une opportunité de revenus complémentaires, même si pour lui, l'essentiel n'est pas là. Je voulais pas un emploi qui me prenne tout le temps à temps complet, machin. Donc je me suis renseigné, j'ai fait le dossier et puis voilà. Et puis comme ça me permet de bouger de temps en temps de la maison, quelques heures par jour ou par c'est aléatoire. Et voilà, ça me permet de voir un petit peu de monde. Et de rendre service. Oui, en plus, oui. Puis tous les gens sont cool, c'est bien, ils sont contents de nous voir arriver. Installée au sein de la mairie de Châtenois, Mélanie est la chef d'orchestre de Mobilité Solidaire. Salariée de l'antenne locale des familles rurales, elle coordonne 79 bénéficiaires transportés régulièrement par 33 conducteurs ou conductrices. Les personnes qui peuvent bénéficier de Mobilité Solidaire déjà ne doivent pas avoir plus de 1 300 € de ressources par mois par personne au foyer. Voilà, ça c'est important. Ensuite, en fonction des ressources, ces bénéficiaires, ils vont payer 20 centimes ou 32 centimes du kilomètre qu'ils vont parcourir. Et les conducteurs, eux, perçoivent une indemnisation kilométrique de 40 centimes. Départ de chez eux, prise en charge de la personne, faire les petites courses, ramener la personne, retour chez eux. Encore un monsieur hier à qui j'ai dit « Mais oui, on peut vous déposer le matin chez votre fille qui habite Vittel et vous reprendre le soir. » Et là, il m'a dit « C'est Noël avant l'heure, quoi. J'ai pas vu ma fille depuis 6 mois. » Bonjour. Un dispositif auquel a donc souscrit la communauté de communes de l'Ouest Vosgien, les mobilités représentent une préoccupation de plus en plus prégnante. Il y a plusieurs essais qui ont été faits ailleurs, qui sont plutôt ceux de faire du transport à la demande ou autres dispositifs. On se rend compte que c'est compliqué. Je rappelle que sur la communauté de communes, on a 70 communes. 70 communes, si je faisais tourner un véhicule, ils ne le verraient pas passer tous les jours et on ne pourrait pas répondre à la demande bien particulière qui est notamment le suivi médical. Autre lieu, autre démarche innovante, destinée, elle, à celles et ceux qui ont un emploi ou qui sont en formation. Valérie a 60 ans, il habite Domèvre-sur-Avière, un village de 400 habitants à proximité d'Épinal, mais qu'aucune ligne de bus ne dessert. Il se rend à son travail grâce à cette voiture sans permis. Je la loue le temps de mon contrat. Là, en ce moment, je fais de l'intérim, donc j'ai des contrats qui durent 1 semaine, 3 semaines, 1 mois. Et donc, je la loue le temps de mes contrats d'intérim. Une voiture sans permis louée justement à son employeur du moment, l'entreprise d'insertion Revalprest, située zone de la Voivre à Épinal. Ça peut être une personne qui vient parce qu'elle a un entretien d'embauche à 20 km. Ça peut être aussi une personne qui est venue parce qu'il avait obtenu son premier job mais qu'il n'avait pas encore ses 3 fiches de paye pour s'acheter une voiture. Donc il a bénéficié du service. Voilà, c'est vraiment très varié, mais en tout cas, le but c'est vraiment de permettre à des gens qui n'ont pas, en tout cas tous les moyens de mobilité, de se rendre sur leur lieu de travail ou sur leur lieu de formation. Quant au coût, il est minime, exemple pour une location mensuelle. Ça varie entre 250 € et un peu plus de 300 €, assurance comprise. Et on essaye de faire des locations assez courtes, 4 mois, puisque c'est le temps nécessaire en France pour obtenir son permis de conduire. Donc on va un peu plus loin que de louer des voitures, puisque quand les personnes viennent nous voir pour louer une voiture, on essaye de donner le plus d'informations possible sur les aides qui sont dédiées au permis de conduire.
Reval-le-Loc possède pour l'heure 9 véhicules sans permis, un petit camion et 8 voitures proposées à la location sur l'ensemble du département. L'une d'entre elles est d'ailleurs à disposition à la maison France Service de Montureux-sur-Saône. Soutenue par la préfecture des Vosges, Reval-le-Loc est la seule agence de location de ce type en France. Une initiative suivie de près par le laboratoire de la ruralité et dont d'autres structures dans d'autres départements ruraux pourraient s'inspirer. Il est le parfait exemple d'un village rural dans un secteur quelque peu isolé, situé à l'ouest des Vosges, près de Martigny-les-Bains. Villotte compte 120 habitants, un village dans lequel s'arrête une fois par mois le Traversier, ce camion itinérant conduit par des animatrices des Peplores et qui propose depuis quelques années aux toutes petites communes des animations et des ateliers de tout type et pour tous les âges. Une démarche suivie de près par le laboratoire de la ruralité, structure portée par la préfecture des Vosges et l'association départementale des maires ruraux. Les gens, ils étaient un petit peu sceptiques parce que c'était la première fois qu'on venait leur dire si, il n'y a pas beaucoup d'habitants chez vous, c'est justement là qu'on a envie de venir parce que là où il y a beaucoup d'habitants, il y a déjà plein de choses. Pour certains, c'est leur seule sortie du mois. Voilà, donc ils sont ravis. Avant la crise du Covid, le Traversier se rendait dans une dizaine de villages de la communauté de communes des Vosges côté sud-ouest. En 2023, c'était une vingtaine, puis 25 l'année dernière. En un an, on peut dire qu'on touche vers 1000-1500 personnes sur toutes nos tournées. Et nous ne sommes fermés que les 15 jours des vacances de Noël. Sinon, on roule toute l'année. On peut vivre en campagne, en ruralité, et on peut avoir des services, puisque maintenant, on l'emmène directement dans les villages. Donc oui, la ruralité, oui. Pour moi, c'est un travail de cœur. C'est vraiment le lien avec le public et le rapporter un peu de joie pendant une après-midi. C'est la meilleure des récompenses. Les activités et les ateliers changent régulièrement, cuisine, loisirs créatifs, lecture ou encore jeux. Il y est également question de solidarité en partenariat avec la Croix-Rouge et divers autres organismes. Une fois par semaine, je viens à Villotte pour jouer au tarot. Ici, c'est très animé, voilà. Donc, et ça fait du bien, voilà. C'est top, c'est intergénérationnel, ça permet de découvrir différents services aussi du département et de lier aussi bien, on voit le club du 3e âge, que des jeunes, des moins jeunes, et même les enfants quand c'est les vacances, donc c'est chouette autour d'activités. C'est très bien, au moins on peut faire ce qu'on veut, on s'occupe, et puis on n'est pas tout seul au moins. Il y a même des conseillers numériques. Vous avez certainement dû l'activer, mais sans vous en rendre compte. Sans m'en rendre compte. Exactement. Ou encore des kinés pour une petite séance d'activité physique. J'inspire et j'expire quand je descends. Depuis janvier, l'association des Peplores fait tourner un second traversier dans 8 communes sur le secteur de la Déodacie. Super. Autre lieu, autre initiative en faveur de la ruralité en général, de la culture en particulier, direction Nomexy où vient d'être inauguré un espace lecture et culture situé dans les locaux de l'ADMR en partenariat avec le laboratoire de la ruralité. Timéo en connaît par cœur le fonctionnement. Personne n'a besoin d'acheter comme dans les magasins ou dans les bibliothèques. Et là, tu peux lire quand tu veux. Pour Camille, jeune fille plutôt timide, c'est une véritable bouffée d'oxygène. Ça lui permet de changer un petit peu d'environnement, de rencontrer des personnes âgées, des autres enfants. Voilà qui donne du sens à cet espace qui est un exemple d'innovation sociale destiné à faire école partout en France. Sans faire concurrence à ce qui existe. Il y a des bibliothèques, il y a des réseaux, etc. Il faut trouver des lieux différents pour permettre à des personnes qui ne souhaiteraient pas ou qui ne veulent pas ou qui ne pensent pas accéder, puissent effectivement avoir une réponse culturelle et par le livre. Et pour fournir des livres neufs à moindre coût, les initiateurs ont fait appel à l'ONG Biblionef qui œuvre dans une centaine de pays. Et je peux vous dire d'expérience, après toutes ces années, que la rencontre avec un livre peut produire des miracles et donner des résultats qu'on n'aurait jamais imaginés. Des livres jeunesse, des romans et des beaux livres financés par l'État qui, sur un secteur rural donné, sont également destinés à être nomades. C'est aussi ici, avec le partenaire ADMR, des valisettes qui sont constituées, permettant aux intervenants sociaux d'avoir la petite valisette de livres et de
donner le livre à la maison. Pour l'année prochaine, c'est 25 000 € qui permettront là encore d'acheter quelques centaines et milliers d'ouvrages. Il existe à ce jour 3 espaces lecture et culture dans les Vosges. D'ici fin 2025, le département devrait en compter une quinzaine. L'autre préoccupation sociale, sociétale, sur laquelle travaille le laboratoire de la ruralité, c'est celui de la santé. En collaboration avec la Mutualité de Lorraine, un cabinet dentaire hors les murs s'installera prochainement dans 3 communes du territoire de la Comcom de l'Ouest vosgien, Neufchâteau et ses alentours. Comment se composent les sols sous nos pieds? Comment prairies et forêts ont-elles évolué au cours des siècles derniers? Quels ont été et quels sont les impacts des règles d'urbanisme et d'aménagement des zones rurales, des villages et de leurs alentours? Et puis désormais, il y a bien sûr la transition énergétique et l'impérieuse adaptation au changement climatique. Les paysages et leurs éléments constitutifs, sous terre comme en surface, sont depuis tout récemment l'objet d'études et de concertations. Dans les Vosges, le laboratoire de la ruralité, porté par la préfecture et l'association départementale des maires ruraux, s'en est saisi afin d'accompagner certaines collectivités dans leurs réflexions et préconisations, voire dupliquer les initiatives qui pourraient s'y développer. Les paysages de demain, les paysages de la ruralité, quels sont-ils, comment sont-ils et on voit bien que c'est important de préserver une qualité de vie. La qualité de vie, c'est bien sûr des commerces, c'est bien sûr beaucoup de choses disponibles, mais c'est aussi l'agrément, le plaisir qu'on a à y vivre. Et on parle d'attractivité, mais c'est important et ça fait vraiment partie des éléments qui sont travaillés et qui sont expérimentés aussi. Et ici, dans le département, un certain nombre d'élus s'en sont saisis et on est en cours de travail, y compris avec les paysagistes conseils de la direction des territoires. La notion d'environnement, elle est très importante maintenant. Tout le monde y est sensible. On est tous écolos. On n'est pas forcément dans le parti écolo, mais on est tous écolos. Et quand on est tous écolos, on a un regard aujourd'hui qui est quand même différent. Donc on ne veut quelquefois pas que ça soit sacrifié par trop d'éoliennes, puisqu'on parle des éoliennes. On ne veut pas non plus qu'il y ait des méthanisations partout, parce que ça entraîne aussi quelquefois des coûts d'alimentation avec des distances trop importantes. Il faudrait trouver des équilibres, de manière à ce que chacun puisse continuer à s'approprier son paysage, s'y reconnaître, s'y identifier et se dire voilà, j'ai participé à la construction ou à la continuité. On est tous à un moment donné jardiniers de notre espace. Un plan de paysage est un outil qui va au-delà des plans locaux d'urbanisme. Sur la plaine, le pôle d'équilibre territorial et rural s'est associé au laboratoire de la ruralité pour se lancer. Nous sommes ici sur les hauteurs de Juvincourt, une commune de 180 habitants. Ces étudiants de l'École nationale en agronomie et industries alimentaires de Nancy et du campus agricole et forestier de Mirecourt planchent sur un audit des paysages. C'est le secteur le plus agricole et le plus cultivé du département des Vosges. Donc effectivement, on n'a pas tout à fait les mêmes physionomies que quand on est sur des territoires plus boisés comme les Vosges côté sud-ouest, sur les forêts ou sur la montagne. Donc on est effectivement dans un territoire un peu différent, mais ça vaut aussi le coup de se pencher sur ce qui constitue notre paysage. On peut trouver des prés, des cultures, des vergers, des vignes, des haies, des zones humides, et ça en fait toute sa richesse. Une richesse mise à mal notamment par plusieurs décennies d'agriculture intensive. Dans les années 70, la terre était uniquement productive, sans grande considération, par exemple, pour le patrimoine arboré. Ça, c'est une évolution très récente. Aujourd'hui, elle est productive, mais elle ne peut plus être que productive parce qu'il faut apprendre des erreurs du passé et voir aussi qu'il y a une nouvelle demande. Si elle n'est que productive, alors demain on ne trouvera plus d'oiseaux et toute cette biodiversité aide aussi à la production. Une lecture des paysages et un travail dont les objectifs sont clairs, mieux concilier difficultés et défis auxquels sont confrontées les zones rurales. Le labo, son objectif, c'est de travailler au service des territoires ruraux. Et donc, notamment, un des enjeux dans le cadre de la transition énergétique, c'est de combiner les sites de production d'énergie, sous les formes agro, etc., au profit des territoires ruraux, tout en préservant ces territoires ruraux et surtout ces paysages.
Verdict ici dans quelques mois, quand le pôle d'équilibre territorial et rural de la Plaine des Vosges aura finalisé sa charte puis son propre plan de paysage qui devrait déterminer ce qui nous entourera au cours des prochaines décennies. Les commerces de proximité sont essentiels à la vitalité d'un village. Dans ce 6e et dernier reportage sur les actions du laboratoire de la ruralité, porté par la préfecture des Vosges et l'association départementale des maires ruraux, direction Raves, à proximité de Saint-Dié-des-Vosges, l'épicerie chez Choupette est un lieu très fréquenté. Choupette, c'est Samantha. Elle a repris cette épicerie en juin 2023 et n'a cessé depuis de développer ce magasin de proximité. Pain frais, viennoiserie, fruits et légumes, produits locaux, bureaux de tabac et de la Française des Jeux, dépôt de gaz, photocopie et enfin artisanat local. Moi j'adore le contact clientèle, j'adore évoluer, je veux faire toujours plein de choses. Je suis au cœur du village, les gens, il y a une coupure d'eau en fait, on va pas voir monsieur le maire, on vient voir la commerçante. C'est moi qu'on vient voir mais je suis pas au courant. C'est génial. J'aide les petits pamis, ils viennent avec leur téléphone portable. Je suis bloquée, vous voulez pas m'aider? Mais c'est extraordinaire en fait. Ça évite de faire des kilomètres. Exactement. Puis la convivialité aussi. On était à l'autre village, on avait été à la boulangerie, on avait besoin de tabac et du coup on nous a indiqué de venir là. Eh ben vous voyez bien, je viens chercher 2 boîtes de coquilles pour les petits enfants. Il faut bien qu'ils gagnent leur vie ces gens-là. Oui. Puis c'est des petits villages, ça met de la vie. Cette épicerie est le seul commerce qui subsiste dans le village. Il avait fermé il y a quelques années, alors l'arrivée de Choupette a été un véritable soulagement pour le maire. Une petite commune de 490 habitants, on ne peut pas financièrement investir dans des commerces comme ça directement, on n'a pas les moyens premièrement. Mais par contre, on est là pour aider au maximum sur tout ce qui est technique, les dossiers. Nous avions une licence 4 qui a été achetée par la commune il y a quelques années. Donc on lui a mis à disposition à un prix relativement symbolique. Aussitôt dit, aussitôt fait, un petit café-bar a été aménagé dans l'épicerie avec un investissement personnel de 70 000 €, des aides de la communauté d'agglomération de Saint-Dié, de l'État et de l'Europe. Celle qui, enfant, adorait jouer à la dinette a réalisé en grand son rêve de petite fille et participe désormais activement au quotidien des habitants de Raves. Autre village, autre illustration de l'importance du petit commerce en zone rurale. À l'Aveline du Houx, il ne s'agit pas d'une reprise, mais d'une véritable création. Dans cette ferme de 1932 réhabilitée, au rendez-vous du Haut-Barbat propose une très large palette de produits et de services. Un point relais La Poste, une boutique, il n'y en a plus dans le secteur, de la charcuterie, enfin bon, du Vosgien, des fromages locaux. On a réimporté une licence 4 dans la vallée où il y en avait plus. Et un programme d'activités, des événements, en particulier des événements culturels que l'on veut ramener. Et puis une cantine du territoire pour permettre de trouver du bon à pas cher. Une restauration en vente à emporter, livrée à domicile et bien sûr servi sur place. Du retraité veuf qui ne veut pas se faire à manger et qui vient manger à la cantine. Les ouvriers qui travaillent, qui trouvent un lieu pour manger, ce sont des habitués qui viennent, ce sont des réunions qui s'opèrent. La notion de haut rendez-vous a été en effet réfléchie de cette manière-là. Le site a été officiellement inauguré en janvier 2024 en présence de nombreux élus et de partenaires. Au rendez-vous du Haut-Barbat possède une autre singularité. Il s'agit d'une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif. Elle est dirigée et animée par une quarantaine de coopérateurs. Il faut un chef de file, une idée et beaucoup de ténacité pour faire comprendre que, encore une fois, l'investissement c'est une chose, mais après, il faut que le fonctionnement suive. Ça veut dire que les gens soient motivés, pas à l'espace d'un instant, mais soient motivés dans la longueur. C'est un autre format, mais pour moi qui représente l'État, c'est une image de tout ce qui peut se faire dans les territoires et qu'on soutient. Donc ça c'est clair, la cohésion du territoire sous différentes dimensions. En matière de commerce de proximité, il existe une autre forme juridique, les épiceries associatives ou participatives. Plusieurs installations sont en cours de réflexion. C'est-à-dire qu'il peut y avoir donc des habitants qui sont adhérents d'une épicerie, donc pour avoir des ouvertures qui soient adaptées à la population locale.
Voilà, et ça, c'est des beaux projets. J'ai un projet dans ce style à Séricourt, avec une mer dynamique. Et là, on est en train de travailler. Alors, c'est un projet qui peut durer 1 an, voire 2 ans. Voilà, ça ne se fait pas en quelques mois, quoi. Une innovation parmi d'autres, encouragée et accompagnée par le laboratoire de la ruralité, avec dans ce domaine comme en matière de mobilité, d'habitat, de culture ou encore d'aménagement du territoire, l'ambition d'expérimenter en faveur du dynamisme des zones rurales, expérimenter, voire dupliquer dans les Vosges ou ailleurs en France.